Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire Les Affaires intitulé La personnalisation lorsque bonjour prénom ne suffit plus. Je suis Constance Bonnet, gestionnaire de contenu pour les événements Les Affaires. Tout d'abord, voici quelques indications pour le bon déroulement du webinaire. Si vous souhaitez poser une question en privé durant la présentation, vous pouvez le faire en écrivant dans le coin en bas à droite de votre écran. Nous aurons une période pour y répondre à la fin de la présentation. Il vous sera possible de revoir ce webinaire en différé. Vous recevrez le lien par courriel dès demain. Le webinaire de ce midi vous permettra de découvrir ce qu'est la personnalisation et comment bien l'utiliser en segmentant votre audience, comment arrimer vos objectifs d'affaires avec votre stratégie marketing. Vous découvrirez aussi les différentes façons d'utiliser la personnalisation sur différents canaux marketing. Et enfin, quelques cas pratiques pour commencer à personnaliser dès aujourd'hui. Pour parler de ce sujet, nous avons le privilège d'avoir avec nous Hugo Hamel. Bonjour Hugo. Allô? Vous êtes directeur marketing et président d'Enrich 3, une agence marketing spécialisée dans la personnalisation des canaux digitaux. Vous êtes soucieux de l'expérience client et visez également les résultats et la performance en mettant à profit votre vision 360 degrés des affaires et votre expertise technique. En effet, à la base, avant d'avoir fait le saut en marketing, il y a plusieurs années de ça, j'étais développeur web. Donc, lorsque j'ai commencé en marketing, je me suis tout de suite spécialisé en optimisation de conversion. Et avant de démarrer l'agence, j'ai travaillé dans plusieurs types d'entreprises, donc gouvernement, agence, start-up, grande entreprise comme Page Jaune où j'étais growth hacker. Et ça me donne une bonne compréhension de tous ces types d'entreprises-là. Plus personnellement, par rapport à moi, à l'extérieur de l'agence, je m'implique dans l'organisation d'événements comme LinkedIn Local Montréal et Montreal Plus E-Commerce. Je siège sur le conseil d'administration de l'Association Marketing Québec et je suis aussi mentor sur une plateforme de mentorat en ligne qui s'appelle Growth Mentor. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous remercier de prendre le temps d'être là avec nous ce midi. D'ailleurs, bon appétit pour ceux qui mangent et merci Constance pour l'introduction et à Les Affaires pour l'invitation. La personnalisation, c'est non seulement un sujet d'actualité, mais c'est aussi un terme qui est de plus en plus surutilisé. C'est utilisé dans tellement de différentes significations et dans différentes situations, que les gens ont de la difficulté à réellement savoir ce que c'est. Par curiosité, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, donc je vais vous laisser environ 30 secondes pour répondre à plusieurs courts sondages. Donc on va commencer à l'instant. Super. Bon, c'est intéressant de voir que la majorité de vous connaissent, savent c'est quoi la personnalisation et que la majorité d'entre vous aussi personnalisent vos courriels. Par contre, lorsqu'on arrive aux publicités payantes ou à faire de la ciblage, c'est pas mal 50-50. Alors que plus on va plus loin, quand on va plus loin,
en termes de page de destination, donc landing page, la majorité des gens convertissent pas leur landing page, personnalisent pas leur landing page, et lorsqu'on parle de site web, presque tout le monde ne personnalise pas leur site web. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi personnaliser certains de vos canaux pour ensuite diriger le visiteur vers votre site web, qui est le même pour tout le monde, alors que le visiteur était suffisamment intéressé pour aller sur votre site web. Je tiens à vous rappeler que le visiteur est à un clic de quitter votre site web. Pas bien long, j'ai un petit problème technique de mon côté où ce que je vois plus la présentation. Ok, super. On est de retour. Désolé pour ce petit problème. Donc, pour s'assurer que tout le monde commence au même niveau, on va démystifier c'est quoi la personnalisation. Je sais que plusieurs d'entre vous savent déjà c'est quoi la personnalisation, mais on va quand même s'assurer que tout le monde commence sur le même pied. Donc, la personnalisation, c'est lorsque vous affichez du contenu qui est ciblé à des audiences spécifiques en temps réel. Donc, ça englobe la gestion et l'intégration des données, avec ou sans API, la personnalisation de canaux numériques, donc site web, courriel, application, ça peut être d'autres canaux numériques. Ça inclut la segmentation d'audience, les tests et optimisations, les recommandations, donc soit à base de règles ou à base d'algorithmes, le machine learning et les déclencheurs basés sur les événements. La personnalisation, c'est pas de la customization, parce que la customization, c'est effectué par l'utilisateur. Donc, ça permet aux utilisateurs de personnaliser ou de modifier l'interface selon leurs besoins spécifiques en configurant la présentation, le contenu ou certaines fonctionnalités de la plateforme qui est utilisée. La personnalisation, c'est effectué par un système pour personnaliser l'expérience en fonction des comportements antérieurs ou en fonction de d'autres données qu'on a sur le client. La personnalisation, c'est pas non plus du marketing. Ça va bien au-delà d'une seule campagne marketing, puis ça ne se limite pas à une seule simple fonction marketing. Il faut faire attention pour bien utiliser la personnalisation dans vos stratégies marketing parce que, par exemple, si une personne achète 3 paires de souliers, les recommandations que vous devriez lui faire ne devraient pas être 3 autres paires de souliers. Une bonne recommandation, une bonne personnalisation, ça veut dire de recommander 3 paires de bas qui iraient bien avec les 3 paires de souliers que l'individu a acheté. La personnalisation, ce n'est pas non plus de l'optimisation ou des tests A/B. Malgré le fait que oui, on va faire de l'optimisation et de l'optimisation de conversion dans la personnalisation, c'est bien plus que ça parce qu'on ne traite pas tous les visiteurs de la même façon. Et ce n'est pas non plus une page de destination de la personnalisation. Ce n'est pas non plus une landing page. Parce que si vous utilisez différentes pages de destination pour vos différentes campagnes marketing, c'est vraiment un très bon début, puis ça démontre justement le pouvoir de la personnalisation. Pour ceux qui le font, honnêtement, beau travail. Par contre, comme la majorité des consommateurs ne convertissent pas lors du premier point de contact, ce qui veut dire qu'en moyenne, ça prend environ 7 points de contact avant que la personne convertisse. Donc, après le premier point de contact, quand la personne va vouloir vous retrouver, elle va probablement aller sur votre site web directement ou elle va faire une recherche Google. D'ailleurs, en utilisant la personnalisation, une étude d'Adobe démontre qu'en moyenne, vous pouvez augmenter la performance d'une page d'environ 20%. Et ça peut aller jusqu'à 350% d'augmentation dans certains cas lorsqu'on crée une expérience multiniveau en suivant l'avancement des clients dans l'entonnoir de vente à chacune de ces visites. Maintenant que vous savez c'est quoi la personnalisation, pourquoi personnaliser? Bien, d'abord, 2%, c'est le taux de conversion moyen d'un site web. Donc, si au lieu de se concentrer à optimiser 2%, de 2% à 2,1%, pourquoi pas plutôt se concentrer sur le 98% des gens qui ne convertissent pas? S'ils sont venus sur votre site web, c'est probablement parce qu'il y avait un minimum d'intérêt envers votre marque. Et comme tout le monde est unique, c'est exactement pourquoi vous devez personnaliser les interactions avec vos clients et vos prospects, parce que chaque personne a des intérêts, des préférences, des besoins et des expériences uniques. Par contre, le problème actuel de la majorité des entreprises, c'est que vos dépenses sont déséquilibrées. Pour chaque 92 $ dépensés en acquisition client, vous allez dépenser seulement 1 $ pour convertir vos prospects. Donc, quand on y pense, si vous investissez 1% pour convertir vos prospects et vous avez 2% de conversion en moyenne,
Imaginez comment votre taux de conversion serait meilleur si vous équilibrez vos dépenses. Au final, il faut faire exactement comme en personne. Donc, que ce soit en personne, au téléphone, en réunion ou dans un magasin, vous adaptez l'interaction que vous avez avec l'autre personne. Parce qu'on traite les gens individuellement et on personnalise nos interactions entre nous depuis toujours. Donc, en d'autres mots, on personnalise l'expérience qu'on a avec une personne dans la réalité. Pardon. Donc, combien d'entre vous ont déjà eu une mauvaise date? Une des raisons du pourquoi ça arrive, c'est que votre date, elle ne vous écoute pas et elle parle seulement d'elle. Donc, c'est d'ailleurs ce que beaucoup de compagnies en marketing font. Et quand vous envoyez une personne vers votre site web qui est générique, spécialement quand elle a démontré un intérêt et qu'elle désire en savoir plus, vous ignorez complètement les interactions que cette personne-là a fait dans le passé. Puis, quand vous parlez seulement de vos produits et vos services, vous faites exactement ce qu'une mauvaise date fait. Maintenant, imaginez que votre date, elle vous écoute réellement. Peut-être que vous allez parler du fait que vous aimez faire de la randonnée et que c'est aussi le cas de l'autre personne. Mais comme vous connaissez un bel endroit pour en faire, vous lui proposez d'y aller ensemble. Mais là, tout d'un coup, la conversation elle va prendre complètement une nouvelle forme et elle va devenir pas mal plus intéressante parce que vous allez partager des intérêts communs, puis vous allez enfin commencer à bâtir une réelle connexion avec l'autre personne. Donc, c'est exactement comme ça que du vrai bon marketing devrait être fait. Ça doit être naturel, engageant et familier. C'est d'ailleurs ce que les consommateurs, vos clients et vos prospects s'attendent à avoir comme type de conversation avec votre marque, spécialement au travers des différents canaux. Pour comprendre les utilisateurs et interagir avec eux à un niveau 1 à 1, ça a toujours été un défi depuis la création du web. C'est pas pour rien que 83% des spécialistes du marketing disent que comprendre leurs utilisateurs puis personnaliser le contenu, c'est un de leurs plus grands défis. De nos jours, avec autant de grandes entreprises comme Netflix, Spotify, Amazon, puis les autres compagnies qui personnalisent nos expériences en ligne, les gens s'attendent à de la personnalisation. Puis même quand on n'est pas en ligne, des marques comme Starbucks personnalisent notre expérience. Donc, quand on va au travail, on n'oublie pas ce qu'on fait en tant qu'humain. En plus de ça, on veut être reconnu. Donc, c'est pourquoi la ligne entre B2B et B2C est de plus en plus floue. Puis c'est aussi pourquoi les acheteurs en B2B sont conditionnés à s'attendre au même traitement personnalisé que quand ils font leurs achats sur Amazon. D'ailleurs, dans le rapport State of Marketing, Salesforce indique que 65% des développeurs d'affaires risquent de changer de marque si un fournisseur ne personnalise pas les communications avec leur entreprise. Mais heureusement, on a maintenant la technologie pour facilement personnaliser à grande échelle. Donc, personnaliser les interactions avec vos clients et vos prospects, c'est devenu un impératif. C'est pas seulement une mode, c'est maintenant rendu une attente de la part de vos prospects et de vos clients. C'est pourquoi 73% des acheteurs en B2B disent vouloir une expérience client personnalisée du type B2C. Pour ce qui est des consommateurs, là on parle de 87% d'entre eux veulent une expérience qui est nouvelle et engageante. Maintenant, 97% des compagnies planifient de maintenir ou augmenter leur budget pour la personnalisation cette année. Donc, je suis certain que vous ne voudriez pas être les compétiteurs de ces compagnies-là parce que 87% d'entre eux, de ceux qui utilisent la personnalisation, ils rapportent des augmentations mesurables dans leurs résultats. Puis pour vous donner quelques exemples, 54% de ceux qui utilisent la personnalisation ont eu des augmentations de plus de 10% et 13% une augmentation de plus de 30%. 30%, c'est quand même un beau taux d'augmentation pour être honnête. En bref, les grands bénéfices qui sont rapportés, donc les meilleurs bénéfices qui sont rapportés, c'est l'augmentation du taux de conversion, l'amélioration de l'expérience client et l'amélioration de l'engagement des visiteurs. Pour commencer à personnaliser, il faut d'abord savoir les bases de la personnalisation. Donc, comme avant c'était le vendeur qui contrôlait majoritairement l'expérience de vente, maintenant avec les médias sociaux et l'Internet, le consommateur a beaucoup plus de contrôle et d'accès à l'information sur vos produits et vos services. Donc, ça change énormément la façon que vous devez engager vos consommateurs. Vous devez donc être centré sur l'utilisateur et être au minimum pertinent. Puis pour être pertinent, il faut trouver le juste milieu entre ce que vous voulez dire et ce que le consommateur est intéressé. Il y a donc des avantages autant pour votre marque que pour vos consommateurs. Je suis certain que vous faites déjà beaucoup d'efforts pour bien cibler et bien segmenter dans vos canaux d'acquisition. Mais comme la personnalisation peut être faite sur toutes les étapes du parcours de l'expérience client, vous avez une superbe opportunité pour étendre l'expérience sur tous vos canaux. Donc, c'est pourquoi, comme marketeur, il ne faut pas seulement se concentrer sur les canaux hors site, mais l'entièreté des points de contact. Pour commencer,
le meilleur endroit pour personnaliser, c'est sur votre site web parce que c'est le point de contact central de toutes vos campagnes. En traitant vos visiteurs différemment, non seulement vos visiteurs vont avoir une expérience qui leur parle directement, mais vous aussi, vous allez avoir des bénéfices. Pour en nommer quelques-uns, vous allez avoir une baisse du taux de rebond, une augmentation du taux passé sur votre site, l'augmentation du taux de conversion des prospects et l'augmentation du taux de conversion dans vos ventes. Maintenant, pour personnaliser, il y a deux façons. La première, c'est de personnaliser basé sur des règles. Donc là, vous allez créer des règles de ciblage pour segmenter les visiteurs et vous allez choisir le contenu affiché pour chacun de ces segments-là. Et la deuxième option, c'est de la personnalisation basée sur un algorithme. Donc là, on parle de AI et à ce moment-là, vous allez utiliser un algorithme d'apprentissage pour décider automatiquement le contenu affiché pour chaque visiteur. Donc Amazon et Netflix, c'est ce qu'ils utilisent. Que ce soit en B2C ou en B2B, vous pouvez personnaliser l'expérience client, mais seulement pas de la même façon. Donc, en B2C, vous êtes centré sur le cookie. Donc, vous êtes centré sur l'utilisateur puisque c'est ce qui est attaché à son ordinateur. En B2B, à ce moment-là, vous êtes centré sur l'adresse IP et les attributs de la compagnie. Donc, vous êtes vraiment centré sur le compte de la compagnie elle-même. Ensuite, pour débuter à personnaliser, il faut avant tout savoir à qui on s'adresse. Donc, il faut connaître son audience et savoir qui est qui. Mais avant tout, je veux simplement différencier la segmentation et la personnalisation. Parce que la segmentation, c'est le processus de découverte de groupes d'individus qui ont des caractéristiques communes, mais qui restent tout de même larges. Donc, on parle ici de géolocalisation, adresse IP, heure de la visite et d'autres similarités qu'un groupe d'individus peut avoir. Lorsqu'on parle de personnalisation, c'est un peu comme la segmentation, mais elle a perdu ses origines parce qu'on va adapter le contenu de façon hautement pertinente à un niveau individuel et le plus personnellement possible. En bref, la segmentation, elle a un grand niveau de similitude et de généralisation pour tous les membres d'un groupe, et la personnalisation a souvent une rareté de données pour les utilisateurs individuels. En bref, dans tous les cas, c'est vraiment important de segmenter. Parce qu'en définissant des micro-segments, qui sont des petits groupes de segmentation granulaire basés sur le comportement et les autres interactions sur votre site web, vous allez découvrir des informations précieuses sur les caractéristiques des visiteurs qui sont les plus importants pour vous. Ces segments de visiteurs-là, c'est ce qui vous permet de différencier les comportements et les intentions des différents groupes. Donc, en cherchant dans vos données, cachées derrière les chiffres, vous allez trouver des histoires pour les différents personas en les associant avec d'autres données comme leur comportement, leurs sources, leurs données démographiques, leurs intérêts et d'autres points communs. Donc, c'est exactement ce qui va vous aider à améliorer, amener vers le succès vos efforts d'analyse, de tests, d'optimisation et de personnalisation. Les entreprises qui investissent dans la micro-segmentation sont en mesure de fournir des meilleures expériences en ligne, des meilleurs engagements clients et ont davantage de conversions. Donc, ça va indirectement améliorer leurs revenus. Pour segmenter, il y a différentes façons de faire. Donc, vous pouvez segmenter par persona. Donc là, on parle de, par exemple, les navigateurs qui sont des utilisateurs qui font juste se promener, les chercheurs qui sont des utilisateurs qui ont un objectif en tête, les chasseurs de bonnes affaires qui sont des utilisateurs qui cherchent des rabais, les acheteurs ponctuels qui sont des utilisateurs qui vont acheter une seule fois, et d'autres types de personnes. Donc ça dépend toujours de votre contexte. Parlant de contexte, on peut aussi segmenter par contexte et dans ce cas-ci, on va parler de mots-clés recherchés, de sources de référence, de saison de l'année ou du mois, d'informations connues, donc si l'utilisateur est connecté ou déconnecté, de l'appareil qui est utilisé, donc si par exemple c'est un iPhone ou un Android qui est utilisé. On peut aussi segmenter par les données géographiques dans le contexte, donc le lieu, la météo, le fuseau horaire, donc le jour de la semaine ou le moment de la journée. Quand on parle de segmentation par comportement, on fait référence aux interactions précédentes ou actuelles sur le site web, aux pages vues, au contenu qui a été téléchargé, aux événements déclenchés, aux produits et services qui ont été achetés, au temps passé sur le site web, aux pages visitées plusieurs fois, donc soit par session ou par rapport à l'ensemble des visites d'un utilisateur. Et finalement, on peut segmenter par démographie. Donc, dans la démographie, il y a les informations sur l'utilisateur. Donc là, on parle de nom, le titre du nom de la personne, le titre du poste, sa date de naissance, donc aussi son âge, le statut de l'utilisateur, donc est-ce que c'est un visiteur, un prospect ou un client, ses intérêts, ses besoins, ses attentes, donc ses préférences, donc ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et son stade dans le cycle de vente. Lorsqu'on parle d'informations sur le compte, donc là, à ce moment-là, on parle des noms des concurrents, des produits et des services offerts, des nouvelles qui sont liées à l'entreprise, et plus par rapport aux données firmographiques de l'entreprise, on peut y aller dans l'industrie qui est servie, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires et l'emplacement. Donc, une fois que vous savez comment segmenter votre audience et que vous allez l'avoir segmentée, vous pouvez passer à la phase d'expérimentation.
Une expérimentation, c'est un processus d'exécution d'une procédure scientifique pour déterminer quelque chose. Donc, dans le contexte actuel, ce que vous voulez déterminer, c'est quelle variation de la page va convertir le mieux. Ce qui est couvert dans une expérimentation, c'est les tests A/B, les tests multivariables, la personnalisation et les recommandations. Donc, tous ces éléments-là peuvent être utilisés dans vos expérimentations. La différence entre les tests A/B et la personnalisation, c'est que quand vous faites des tests A/B, vous allez définir quelle variation est gagnante, donc quelle variation convertit le plus. En personnalisation, on ne parle pas juste de définir quelle variation est gagnante, mais vous allez utiliser des éléments de l'utilisateur, donc pour humaniser votre expérience, pour à ce moment-là, jumeler les deux, la variation gagnante et la personnalisation, pour créer une nouvelle expérience. Pour établir un processus de test et d'expérimentation, je vous recommande de faire un tableau Excel. Et dans ce tableau-là, vous allez avoir différentes colonnes. Donc, ces colonnes-là vont vous permettre de définir ce que vous allez tester, donc votre quoi, sur quelle page votre où et pour quelle audience votre qui. Une fois que ces trois premières colonnes-là sont définies, vous voulez définir c'est quoi votre métrique principale que vous voulez observer. Donc, c'est quoi la métrique principale et pourquoi vous pensez que faire ces changements-là va améliorer vos résultats. Donc, l'hypothèse logique derrière tout ça. Donc, ce tableau-là va vous être utile pour vraiment savoir quel test à faire en premier, donc vraiment prioriser vos tests. Avant de commencer à faire des expérimentations, je tenais à vous spécifier que personnaliser, bien, ça prend plus de temps et plus de ressources que seulement faire des simples expérimentations. Parce que quand vous faites des expérimentations, vous avez trois phases. Vous avez les hypothèses, l'hypothèse, la création d'une variation, le début des tests, et en personnalisation, vous en avez 5. L'hypothèse, la définition de l'audience, la consolidation de l'audience, la création d'une variation et le début de la campagne. Donc, la phase qui prend le plus de ressources, c'est la création de variations en personnalisation parce qu'à ce moment-là, en moyenne, vous allez avoir 4 variations à créer, alors que dans une expérimentation simple, vous en auriez 2,5. Donc, c'est presque le double de ressources que vous devez utiliser pour faire de la personnalisation. Maintenant, lorsqu'il est temps d'expérimenter pour améliorer certaines métriques, c'est important de définir les différentes stratégies possibles à utiliser pour l'objectif principal que vous voulez améliorer et définir les différents tests possibles. Comme vous pouvez le voir, ben, une stratégie peut avoir plusieurs tests et plusieurs tests peuvent avoir différents sous-tests. Lorsque vous faites des expérimentations, il y a une chose que vous devez toujours vous rappeler. Vos données disent la vérité. Ce n'est pas votre supérieur qui dit la vérité, c'est vos données, puis rien ne peut changer ça. Donc, si votre supérieur croit que X est meilleur que Y, en testant, vous saurez vraiment si X ou Y est meilleur. Donc, en testant, c'est vraiment la seule façon de valider ou invalider une hypothèse. Ben, finalement, quand vient finalement le temps de tester, les tests ne s'arrêtent réellement jamais. Vous devez continuellement tester, et je ne le dirai jamais assez, parce que vous devez toujours optimiser un peu plus que la dernière fois. Et c'est exactement ce que l'Infinity Optimization Process de Wider Funnel montre avec la phase d'exploration et de validation. En phase d'exploration, c'est où vous collectez l'information et où vous idéalisez les expérimentations que vous voulez faire. Vous allez donc recueillir les informations sur votre entreprise et sur vos clients en combinant différentes sources. Alors que la phase de validation, c'est un processus itératif où vous allez pouvoir valider et invalider vos hypothèses. Vous allez donc pouvoir savoir quelle expérimentation qui a été définie dans la précédente phase, donc la phase d'exploration, qui a bien fonctionné et dans un scénario réel et non hypothétique. Donc, c'est vraiment où vous allez mettre en application vos hypothèses en exécutant des tests. Maintenant que vous savez comment définir votre audience et effectuer des tests, pour personnaliser sur vos différentes expériences sur les différents canaux, vous demandez sûrement comment vous pouvez appliquer la personnalisation pour votre contexte. Donc, je vais vous montrer quelques exemples où ça va vous donner plusieurs idées de ce que vous pouvez faire. On va commencer par le web. Donc ici, dans une approche Drive to Web, l'objectif, c'est vraiment de ramener vers le site web. Donc, autant en acquisition qu'autant en reciblage, l'objectif, c'est vraiment toujours d'amener vers le site web. Donc, l'utilisateur a toujours un élément
qui le ramène. Donc, ça vous permet de garder une constance globale et non seulement graphique dans les différents points de contact en utilisant le même visuel, le même style et le même message. Comme on peut voir ici, en fait, le même style, le même visuel a été repris parmi les différents points de contact. Donc, vous pouvez même changer la structure du site web en adaptant la navigation pour changer pour cacher les différentes catégories qui ne correspondent pas au segment. Et vous pouvez même en même temps créer cette expérience-là pour se rapprocher d'une expérience d'une landing page et ce qui va vous permettre d'enlever les éléments qui pourraient nuire à la conversion. Donc, à ce moment-là, ça va être vraiment une page qui serait optimisée pour la conversion. En contenu géographique, lorsque vous voulez personnaliser l'expérience, à ce moment-là, vous pouvez, pour 2 villes différentes, changer simplement l'image ou changer le contenu de la page. Parce que ici, comme on peut voir, en Arizona versus en Géorgie, les maisons ne sont pas les mêmes. Donc, vous voulez montrer un contenu qui est pertinent pour l'utilisateur par rapport à son contexte actuel. Donc, ici, on parle de sa région. Lorsqu'il vient le temps d'utiliser les données sur l'utilisateur, on regarde si l'utilisateur est connecté et déconnecté dans cet exemple-là, parce que ça vous permet d'augmenter la valeur que vous offrez à vos clients et en même temps, petite parenthèse, vos clients sont vos visiteurs les plus rentables. Donc, il vaut mieux bien les traiter avec une expérience personnalisée et tenter de les convertir comme ambassadeurs au lieu de les oublier. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'une marque va penser à vouloir acquérir des leads et des nouveaux utilisateurs, mais il va oublier ses clients actuels. Donc, ici, dans l'exemple, on peut voir dans l'exemple de droite que la compagnie remercie le client de leur faire confiance. Donc là, à ce moment-là, vous êtes dans un processus de loyauté. Vous êtes vraiment dans le processus de convertir le client actuel en ambassadeur, donc pour faire un peu plus de bouche à oreille. Lorsqu'il vient le temps de personnaliser les courriels, vous pouvez y aller avec un simple exemple de bonjour prénom, donc un simple texte combiné. Comme ici, on voit Hello Kevin and Uni. Donc, ça peut être très simple, mais vous pouvez aussi y aller avec une variable dans l'image. Donc, à ce moment-là, avec la variable dans l'image, vous pouvez toujours utiliser le nom pour avoir un visuel qui est un peu plus artistique, on va dire. Mais vous pouvez aussi utiliser le nom pour interpeller la personne et l'inciter à passer à l'action. Donc, dans l'exemple de droite, vous avez une image qui incite l'utilisateur à cliquer sur l'image pour le mener à une vidéo qui pourrait être lui aussi personnalisée. En vente B2B, vous pouvez réutiliser le même concept, donc vous pouvez réutiliser des variables. Donc là, à ce moment-là, on peut reprendre le site web de l'entreprise que vous voulez cibler dans le courriel que vous voulez envoyer ou le nom du responsable que vous voulez rejoindre pour l'inviter, par exemple, à une rencontre d'affaires. On peut aller vraiment plus loin que simplement utiliser le nom ou une variable. Donc, on peut avoir un GIF personnalisé, on peut avoir une progression dans le courriel pour un compte, un projet ou une tâche, on peut avoir un résumé de compte, soit qui est mensuel, soit annuel, un statut de fidélité ou de récompense. On peut avoir on peut utiliser l'appareil mobile qui est utilisé. Donc, si par exemple vous vous appelez Apple, à ce moment-là, ou Samsung, vous pourriez dire votre appareil, vous avez le iPhone 6, donc peut-être que vous seriez intéressé à avoir le dernier iPhone qui vient de sortir. Donc là, vous pouvez vraiment jouer sur vraiment le contexte réel de l'individu et vous pouvez avoir la géolocalisation. Donc, dans l'exemple de gauche, dans le premier exemple, vous avez le nom de la personne, le nombre de jours depuis la dernière visite, le nom de la personne, le nom d'une personne qui nous est chère. Donc ça, c'est vraiment un contexte de Saint-Valentin où est-ce qu'on veut inciter la personne à acheter une boîte cadeau à une personne qui leur est chère. Donc dans l'exemple de droite, là, à ce moment-là, on utilise le nom, la date d'inscription, le statut acquis par des actions, le nombre de points accumulés, le nombre de références et le nombre de dollars qui est accumulé. Donc ça, c'est vraiment plus un contexte ambassadeur pour justement inciter l'utilisateur à continuer à faire des actions ambassadrices, donc à continuer à avoir une loyauté envers la marque. Lorsqu'il vient le temps d'utiliser les données en temps réel, là, à ce moment-là, on peut avoir un décompte qui est mis à jour en temps réel. Donc, c'est vraiment une image qui, dans le courriel, dépendamment
du moment que l'utilisateur va ouvrir le courriel, va être mis à jour en temps réel. Donc, si on l'ouvre maintenant ou dans 2 secondes, le compteur va être différent. On peut utiliser ce type d'approche-là pour avoir des offres promotionnelles à durée limitée dans des courriels de bienvenue ou dans des paniers d'achat abandonnés. On peut même l'utiliser pour les anniversaires, des dates de livraison, des expirations de version d'utilisation. Donc, on peut utiliser toutes les différentes variables qu'on a sur les abonnés. On peut même avoir des événements qui sont à venir, comme une livraison, un séjour en hôtel ou un vol d'avion. Parlant de vol d'avion, dans cet exemple-là, ici, on utilise le nom de la personne, la ville de départ, la ville actuelle ou la ville de départ habituelle. Donc, si par exemple, quelqu'un est basé proche de Montréal, mais pas à Montréal exactement, on ne faudrait pas utiliser sa ville actuelle parce que si on dit que la personne est située à Saint-Hyacinthe, il ne faudrait pas prendre la ville actuelle, il faudrait prendre plutôt Montréal. Donc, ça, c'est vraiment plus la ville de départ habituelle de l'utilisateur. En même temps, il faut prendre une destination qui est intéressante pour l'utilisateur. Donc, il faut avoir une destination qui est pertinente pour lui. Et il ne faut pas oublier de mettre le prix qui est mis à jour en temps réel. Donc, si par exemple, le prix change entre aujourd'hui et demain, ce serait plate de lui offrir une offre qui est plus valide. Donc, il faut vraiment s'assurer que le prix est vraiment le bon. Par rapport à la messagerie conversationnelle, plus par rapport à LinkedIn, bien là, c'est lorsqu'on écrit un message, ce qui est vraiment le plus important, c'est vraiment l'authenticité. Parce que l'objectif de l'idiolecte, c'est de faire en sorte d'intégrer la façon de parler et d'écrire d'une personne. Donc, c'est surtout utile si vous écrivez des messages au nom d'une autre personne. Et ça permet d'éviter que lorsque cette personne-là va répondre manuellement, que la personne qui a initialement reçu le message, ben là, elle n'a pas l'impression de parler à une personne différente. Donc, il y a plusieurs façons de définir l'idiolecte d'une personne. Par exemple, on peut y aller par le langage et les mots qui sont utilisés. Donc, je crois versus je pense versus je présume. Bon matin versus bonjour. Salut versus allô. Donc, ça, comme vous pouvez voir, une personne va vraiment s'exprimer de façon différente. Et cette personne-là va aussi avoir des expressions différentes qui vont être utilisées. Donc, une personne pourrait dire c'est facile versus c'est simple comme bonjour. C'est gratuit versus c'est pas plus cher qu'il est gratuit. Et mettre les points sur les i versus mettre les choses au clair. Dans un contexte de vente, c'est la même chose. Donc, chaque vendeur a un pitch de vente différent. Et chaque vendeur a une approche de vente différente. Donc, un vendeur pourrait décider de faire imaginer, raconter une histoire, proposer un démo ou un essai gratuit, avoir une approche émotionnelle ou utiliser la flatterie, avoir une approche plus éducative ou être plus inspirante. Dans vos messages, pour bien les personnaliser, vous pouvez aussi utiliser des variables différentes pour bien segmenter le tout. Donc, vous pouvez les données contextuelles, les données géographiques, les informations sur l'utilisateur ou le prospect, les informations sur le compte ou la compagnie, les données firmographiques. Donc, lorsque vient le temps d'écrire votre message, si vous avez un lien dans votre message, vous pouvez faire en sorte que chaque message contient un URL unique pour chaque individu. Donc, ça vous donne la possibilité de transférer toutes ces données-là sur votre site web en utilisant les paramètres dans l'URL. Donc, c'est aussi possible de transférer d'autres éléments que juste du texte, mais aussi une image, un document ou d'autres éléments. Et, bonne nouvelle, comme les courriels fonctionnent de la même façon que les messages, vous pouvez faire la même chose. Lorsqu'on parle de vidéo, là ici, on va parler par exemple d'histoires multiples en branchement. Donc, ça c'est un peu comme une vidéo dont vous êtes le héros. Donc, le début va être générique. La vidéo va s'arrêter à un certain moment. Il va vous montrer plusieurs différentes options. Et selon le choix que vous allez avoir fait, la suite du vidéo va être différente. Donc, si vous choisissez un latte versus un espresso, la suite du vidéo va montrer comment est-ce qu'un latte est fait plutôt que comment est-ce qu'un espresso est fait. On pourrait faire le même exemple. Donc, si quelqu'un dit qu'il aime plus les chats versus les chiens, la vidéo pourrait être différente par la suite avec un contexte qui parle beaucoup plus de chats ou beaucoup plus de chiens. Dans un contexte, lorsqu'on utilise les données contextuelles ou les données géographiques, donc ici, dans un exemple d'agent immobilier, l'agent immobilier, dans son vidéo, il propose à une personne qui est basée dans une région locale, donc ici, dans le cas actuel, San Francisco, pour lui offrir une offre qui est pertinente pour lui, donc une évaluation de propriété, ou ça pourrait même être avoir dans la vidéo plusieurs différentes maisons qui sont mises à jour en temps réel, qui sont disponibles dans la région de l'individu. Lorsqu'on vient le temps aussi de faire des vidéos personnalisées, il y a deux façons de faire. On peut faire une vidéo personnalisée à grande échelle, donc presque tout ce que je vous ai montré, mais vous pouvez aussi faire
une vidéo hyper personnalisée. La différence entre les deux, c'est que dans les vidéos personnalisées à grande échelle, là, on va utiliser le nom de façon textuelle, donc c'est plus facile à personnaliser. Et dans les vidéos hyper personnalisées à petite échelle, là, c'est vraiment, il y a un individu dans la vidéo qui va parler, qui va mentionner votre nom. Donc, le nom de la personne à qui vous vous adressez. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire lorsqu'on veut faire une vidéo à grande échelle, parce que c'est vraiment de l'audio qu'il faut modifier avec le même son, la même tonalité. Bon, bref, vous comprenez le concept que reprendre la voix d'une personne, c'est plus difficile. Donc, prochainement, ça peut être de plus en plus facile avec le AI, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est possible, par contre, c'est possible de réutiliser la vidéo qui est faite individuellement si plusieurs individus ont le même nom. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est si deux personnes ont le même nom, donc Dave, vous pouvez envoyer ce même vidéo-là aux deux différents individus parce qu'ils ont le même nom. Dans un contexte d'agence de voyage, bien, ici, on a une vidéo récapitulatif de l'achat. Donc, on peut même ajouter des scènes de la destination, donc faire une vidéo complète sur la destination où l'utilisateur s'en va pour le faire rêver avant son voyage. Et ça permet aussi de jouer sur la rationalisation psychologique de l'achat pour l'individu. Donc, ça lui donne une raison de valider sa dépense, en fait, ou son investissement. Donc, dans un contexte un peu plus transactionnel, ici, on a la facture à payer. Donc, on peut montrer comment est-ce qu'on peut payer une facture et on peut utiliser dans ce contexte-là le numéro du compte, le montant qui est dû et la date d'échéance. Donc, toutes ces données-là sont mises à jour en temps réel, spécialement le montant qui est dû et la date d'échéance. Dans un contexte un peu plus d'affaires, là, à ce moment-là, on peut avoir une vidéo personnalisée, sans forcément utiliser le nom de la personne qui est mentionné, mais du moins utiliser des éléments plus textuels qui vont montrer, par exemple, dans ce cas-ci, la page LinkedIn du responsable de compte avec le logo de la compagnie. Donc, vous pourriez envoyer un courriel avec une vidéo qui justement dit hey, par exemple, j'ai vu ton profil LinkedIn, je serais intéressé à connecter, en savoir plus, etc. Donc, je vous laisse un peu plus être créatif de ce côté-là. Lorsqu'on utilise les données firmographiques d'une compagnie, on peut les intégrer dans la vidéo aussi. Donc, encore une fois, vous pouvez être créatif et dire, par exemple, s'il y a une nouvelle qui indique que la compagnie embauche 100 nouveaux emplois, vous pourriez envoyer quasiment dans votre carte de Noël, dire félicitations pour l'agrandissement de votre compagnie et en passant, joyeux Noël. Ça pourrait être aussi simple que ça. Lorsqu'on parle de publicité payante, bien là, en ce moment-là, on peut aller avec les mots-clés qui sont recherchés. En utilisant les mots-clés qui sont recherchés, les mots-clés qui sont recherchés par la recherche qui est effectuée, vous pouvez adapter votre pitch de vente et le contenu qui est affiché pour montrer les bonnes fonctionnalités qui correspondent non seulement à ce que la personne a cherché, mais aussi à ce qui correspond au segment de l'individu. En plus de montrer le contenu en plus de montrer du contenu qui est pertinent pour la recherche qui a été effectuée, vous pouvez aussi changer la structure du site web pour montrer ce qui est pertinent dans le contexte de l'utilisateur. Dans ce cas-ci, l'utilisateur est sur mobile, donc il est généralement pressé. Donc l'idéal, c'est de montrer du contenu qui est optimisé pour le mobile et qui correspond aussi à la recherche qui a été faite. Mais il y a aussi d'autres contextes que vous pouvez utiliser, que vous pouvez avoir que juste mobile. Je vais vous laisser être un peu plus créatif là-dessus. Parlant de créatif, ici on peut avoir un visuel de la publicité. On a un visuel créatif, on a le titre, on a un message, et vous pouvez utiliser ce contenu-là pour le transférer à la page d'atterrissage. Donc, comme vous pouvez voir, tous ces éléments-là, donc titre, message et image, ont été transférés à la page d'atterrissage et ça permet de garder le contexte et ça rassure l'utilisateur pour lui informer qu'il est à la bonne place. En termes de contenu ciblé, là, à ce moment-là, on parle de l'emplacement. On peut avoir un emplacement on peut cibler un emplacement qui est micro-ciblé. Donc là, avec cette stratégie-là, c'est vraiment une stratégie d'inclusion et d'exclusion, comme vous pouvez voir. Là. Donc, on peut simplement placer une pin, réduire au plus petit kilométrage et ensuite ajouter d'autres pins autour pour réduire davantage le nombre de kilomètres qu'on peut rejoindre. En termes de contenu géographique, on utilise aussi la géolocalisation, mais aussi la température. Donc, dans le contexte de la publicité actuelle, ce qu'on voit, c'est que dépendamment de la température actuelle extérieure, donc s'il pleut, s'il neige, s'il fait soleil,
la publicité qui va proposer des pneus ne sera pas la même. Donc, vous ne voulez pas non plus montrer vous voulez pas montrer le même type de pneus pour différentes températures parce que chaque pneu a un peu sa spécialité. Quand on parle de reciblage, il y a deux façons de faire. Il y a le reciblage statique, où on parle d'un petit groupe d'annonces défini que vous allez créer et qui va être diffusé à différents groupes de personnes selon la page qui va être visitée sur le site web. Et le reciblage dynamique, que là, c'est des annonces qui sont personnalisées, qui sont générées dynamiquement pour chaque individu en fonction du comportement de l'acheteur. Donc, la différence entre les deux, c'est vraiment soit vous allez recibler par la page vue ou par le comportement sur la page. Donc, c'est vraiment deux approches qui sont différentes et qui va être un peu plus personnel, donc un peu plus personnalisé. Le reciblage dynamique est beaucoup plus avantageux. Donc, au final, les points clés à retenir, c'est que vous devez traiter vos clients de façon unique. Ils sont tous différents et s'attendent tous maintenant à être traités de la sorte. Donc, ils s'attendent tous à être traités de façon unique. N'oubliez pas de collecter vos données et personnaliser dès aujourd'hui parce que vous ne voulez pas être en retard sur vos compétiteurs, spécialement en raison des statistiques que je vous ai montrées plus tôt dans la présentation, parce que vous allez pouvoir avoir aussi des superbes augmentations dans vos conversions et dans vos résultats en utilisant la personnalisation. Équilibrez vos dépenses en optimisant vos conversions et en dépensant moins en acquisition. Donc, vous pouvez dépenser toujours le même montant en acquisition, mais en dépensant plus en conversion, vous allez avoir davantage de leads qui vont être qualifiés et davantage de leads qui vont venir vers vous. Segmentez votre audience en plus petits groupes. Donc, ça va vous permettre d'augmenter le contenu que vous allez offrir à vos différents clients, à vos différents utilisateurs. Pardon. Structurez vos processus d'expérimentation. Donc, assurez-vous de bien les aligner avec vos objectifs d'affaires et vos stratégies marketing. Commencez à personnaliser par votre site web. Donc, comme je vous ai expliqué plus tôt, votre site web, c'est vraiment votre point de contact, le point de contact qui est central. Donc, extensionnez vos campagnes marketing en liant tous vos différents canaux vers votre site web. Finalement, testez. Je ne pourrais pas le répéter assez parce que c'est jamais réellement terminé ni 100% optimisé puisque tout est en constant changement. Ouais, merci d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui et d'avoir écouté durant votre heure de lunch, dans votre heure de dîner, pardon. Donc, si vous avez des questions ou si quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou sur LinkedIn. Et si vous avez besoin de plus d'exemples de personnalisation, on vient de terminer notre second e-book avec plus de 30 études de cas. Donc, simplement m'envoyer un message en me disant que vous aimeriez avoir l'e-book. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Merci beaucoup Hugo pour ce partage. Effectivement, on a quelques questions à vous poser à la fin de cette présentation, pour le moins précise et exhaustive. Déjà, une question que beaucoup d'internautes posent aujourd'hui à propos du matériel. En fait, quels logiciels ou quels outils permettent de personnaliser des images, par exemple, et ainsi de suite? Pour être honnête, il y a énormément d'outils qui sont possibles de trouver en ligne que vous pouvez utiliser. Je pourrais en nommer quelques-uns. Par rapport au web, il y a un outil qui s'appelle WriteMessage que vous pouvez utiliser. Il y a aussi OmniConvert. Honnêtement, sur le web, il y a énormément d'outils qui peuvent être utilisés. Je parle plus dans un contexte un peu plus small, medium enterprise. Mais dans un contexte un peu plus, petite, moyenne entreprise, pardon, dans un contexte un peu plus gros, là on peut parler de Adobe, on peut parler d'autres outils qui sont un peu plus coûteux, onéreux en fait. Donc là c'est vraiment plus sur un contexte de web. Par rapport au courriel, des outils comme Lemlist qui peuvent faire de la personnalisation. Par rapport au courriel, il y en a plein d'autres. Vous pouvez avoir simplement une simple feuille Excel où est-ce que vous avez des différentes variables. Vous pouvez utiliser Gmail ou G Suite pour justement faire de la personnalisation par rapport à des variables ou autres avec Yet Another Mail Merge ou Gmass. Donc, il y a vraiment plusieurs outils pour les courriels. Pour les vidéos, on peut avoir Peersosa ou Motion Lab. Par rapport aux publicités payantes, là, à ce moment-là, il n'y a pas exactement d'outils précis que je pourrais vous dire, mais je dirais que c'est beaucoup plus par rapport à comment est-ce que vous allez bien gérer vos campagnes. Et il m'en manque une par rapport au message LinkedIn. Là, à ce moment-là,
c'est beaucoup plus par rapport à comment vous allez rédiger vos messages euh, dans votre approche sur LinkedIn. Donc, vous pouvez utiliser, oui, des outils d'automatisation, mais vraiment faire attention parce que de nos jours, avec l'automatisation, on revient au même concept des courriels qui maintenant deviennent des courriels indésirables. Il faut vraiment avoir une approche qui est humaine, avoir une approche qui est personnalisée dans vos messages pour vous assurer d'avoir une pertinence et de ne pas avoir votre message qui va être supprimé directement, autant comme maintenant on supprime nos courriels parce qu'ils sont simplement indésirables. Merci Hugo. Une question d'Edouard sur quel est le principal obstacle ou le principal enjeu qui pourrait empêcher les entreprises de personnaliser leur site ou leur plateforme numérique? En termes d'enjeux par rapport au web, pour être honnête, il n'y en a pas réellement parce que la façon que vous personnalisez, à moins d'utiliser des outils, là je parle par exemple de Sitecore qui c'est vraiment l'équivalent d'un WordPress, mais qui est orienté, Sitecore ou Themecore qui sont orientés complètement sur la personnalisation. La façon que la personnalisation fonctionne, c'est au même concept que si vous implémentez Google Analytics sur votre site web. Donc, c'est vraiment un simple code JavaScript que vous ajoutez sur le site web. Et ça vous permet justement que, peu importe comment le site web est construit, le JavaScript il va changer votre site web tout de suite avant que l'utilisateur ait le temps de le voir. Donc, dans tous les contextes, le site web peut être personnalisé. C'est sûr qu'il y a des contextes où la personnalisation s'applique mieux que d'autres. Donc là, vous avez plus vous avez de segments, mieux c'est. Mais je ne dirais pas qu'il y a un contexte vraiment que la personnalisation ne s'applique pas réellement parce qu'au final, si vous personnalisez des interactions avec une autre personne en face-to-face, en réalité, pourquoi on ne le ferait pas sur le web? Donc, c'est vraiment le même concept. Une marque, c'est un peu comme un individu. Donc, vous devez traiter votre marque au même titre que si elle avait une personnalité puis si c'était une réelle personne. Merci. Une question d'Hugo qui s'imagine qu'il y a un grand pas entre la théorie et la pratique et donc qui vous demande un conseil avisé pour arriver à la personnalisation de l'expérience d'une manière efficace. Donc, pour arriver à une expérience personnalisée qui est efficace, je dirais que, comme j'expliquais, le principal, c'est vraiment de bien connaître votre audience. Parce que rien va être meilleur que connaître son audience un peu comme sa poche ou vraiment bien connaître son audience parce que si vous connaissez bien votre audience, vous allez savoir ce qui est pertinent pour eux, vous allez savoir à quoi ils sont intéressés. Et la meilleure façon de connaître son audience, c'est de leur demander. L'art de demander, c'est un art qui, je dirais, beaucoup de gens oublient et beaucoup de gens ont la difficulté à faire en quelque sorte parce que on n'est pas habitué de demander on est beaucoup plus habitué à penser qu'on a raison, mais dans la majorité des cas, la réponse, si on pose la question, on va avoir la réponse claire et nette. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de connaître son audience, c'est de demander, faire des interviews. Après ça, vous pouvez faire des recherches sur vos utilisateurs. Mais je dirais que demander et faire des recherches, c'est vraiment les deux principales façons de vraiment bien connaître son audience. Merci. Une question de Mélissa sur la protection des renseignements personnels. Comment on fait pour la garantir en fait dans un contexte de personnalisation? Donc elle fait référence à votre exemple sur la facture qui intègre le numéro et le montant et ainsi de suite. Tout à fait. Là, c'est sûr que dans des contextes de personnalisation, il faut faire attention pour, désolé de l'anglicisme, mais ne pas être creepy. Donc, pour ne pas être effrayant, on va dire en bon français, ce qui n'est pas exactement le terme parfait, mais faut faire attention, faut utiliser le même type de contexte que si on était en personne. Donc, comme je disais plus tôt, la personnalisation, en fait, c'est rien de... Je dirais, on n'invente rien, en fait. On fait juste transférer le type d'interaction qu'on a en réalité avec un individu pour pour le transférer en ligne. Donc, par rapport plus aux données personnelles, c'est sûr que si vous avez partagé votre ordinateur avec quelqu'un d'autre, ben là, à ce moment-là, votre cookie est partagé, donc votre personnalité ou votre persona, on va dire, est partagé avec la personne avec qui vous partagez l'ordinateur. Donc, ça, c'est un des éléments. Et par rapport à la facture, c'est sûr que
l'objectif à ce moment-là, c'est de montrer un élément que, même s'il serait vu par, disons, un inconnu, ce qui, en théorie, ne devrait pas arriver parce que cette vidéo de facture-là sera envoyée directement par courriel à l'individu. Donc, à moins que cet individu-là partage le lien en ligne, ben, c'est sûr qu'il n'y a aucune de ces informations-là serait visible à d'autres personnes. Mais dans le cas que ça arriverait, ben, dans le pire des cas, ben, l'individu qui a découvert la vidéo, ben, il peut toujours payer la facture pour l'autre individu, ce qui pourrait probablement faire un beau cadeau de Noël en avance. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'avantage, même si on voyait le vidéo d'une autre personne, mais c'est sûr que ça n'arrivera pas si la personnalisation est bien faite. Puis, petite parenthèse, la personnalisation, il faut vraiment faire attention pour bien la faire parce qu'autrement, on peut avoir un effet inverse. On peut nuire à nos taux de conversion et nuire à la façon que nos utilisateurs nous perçoivent. Ben justement, une question de Yacine. Comment faites-vous le QA de vos parcours? Peut-être avoir un peu plus de clarification sur le QA, mais la façon que je le perçois, en fait, c'est vraiment de tester. Faire un QA, en fait, c'est une assurance qualité. Puis l'assurance qualité, ce que c'est faire des tests. Donc, si vous testez, sans forcément faire un déploiement à grande échelle, vous pouvez tester avec un plus petit segment. Après ça, ce test-là, dépendamment de la variation qui a été gagnante, selon l'expérimentation qui a été gagnante, vous pouvez justement transférer ce test-là et le faire à plus grande échelle et en même temps, le transfert à grande échelle, l'humaniser. Donc, vous pouvez à ce moment-là vraiment faire en sorte d'ajouter des éléments qui sont propres à l'individu, dans le fond, qui visitent le site web. J'ai vu, je pense qu'il y avait une réponse de Yacine, mais je n'ai pas été de la voir, là. Mais bref. Okay. J'espère que ça a bien répondu à la question. Oui. Gaëtan demande comment intégrer la personnalisation dans le storytelling. Pour ajouter la personnalisation dans le storytelling, ben en fait, l'exemple du vidéo en branchement multiple, c'est un peu cette approche-là. Donc, si on prend le storytelling, ce que c'est raconter une histoire. Donc, quand vous racontez une histoire, dépendamment de votre audience, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que vous êtes pertinent pour votre audience. Donc, vous pouvez toujours avoir une approche où est-ce que l'histoire s'adapterait, dépendamment du segment. Donc, si vous parlez dans un contexte plus d'affaires à des pharmaciens versus si vous parlez à, disons, des gens en construction, vous n'allez probablement pas avoir le même type de langage, le même type de vocabulaire. Vous allez probablement avoir un storytelling qui va être différent. Donc, avoir des exemples qui vont être différents, avec des références qui vont être différentes. Donc, je dirais que à ce moment-là, c'est vraiment plus une question de pertinence. Donc, c'est vraiment une question de bien s'adapter au contexte de l'individu, donc par rapport à ce qui est pertinent pour lui. Merci. Une question de Bruno. Comment les entreprises peuvent migrer vers une approche de personnalisation, aussi bien en B2B qu'en B2C? Est-ce que vous pouvez développer? Donc, autant en B2B qu'en B2C, pour débuter en personnalisation, je dirais que le plus simple, d'abord, c'est de commencer par vos canaux d'acquisition. Donc, si vous faites de la publicité payante, commencez par la publicité payante, alors vous êtes capable de savoir à ce moment-là par les différents types de publicité, parce que j'imagine, en fait, j'ose espérer que vous segmentez, vous ciblez bien vos publicités. Donc, à ce moment-là, vous êtes capable de justement savoir, avant même que la personne arrive sur le site web, avant même de savoir qui est cet utilisateur-là. Donc, l'utilisateur, à ce moment-là, arrive on va dire, entre guillemets, nulle part, donc arrive de la publicité. Donc, il est inconnu au site web, mais lorsqu'il arrive, comme on sait qu'il arrive par une certaine publicité, on est capable d'utiliser les informations de la segmentation qui a été faite dans la publicité pour justement transférer tout ça vers le site web. Donc, on est capable de savoir si, par exemple, la personne a cliqué vers une publicité qui montrait un contexte plus top of funnel, donc haut du tunnel de conversion, le milieu ou le bas. Donc, dépendamment de où est-ce que la personne se situe, s'il est prêt à acheter ou s'il n'est pas prêt à acheter, si la personne elle fait partie d'une industrie différente, si la personne a un certain type de personne, donc un certain type de comportement ou un certain type d'intérêt différent. Donc, si par exemple, vous avez deux publicités, une qui parle de Game of Thrones puis une qui parle de The Avengers,
ben là, peut-être que vous allez avoir une approche qui va être différente par rapport aux super-héros ou aux héros que vous allez utiliser dans votre contexte par la suite. Donc, pour débuter, je dirais débuter par vos canaux d'acquisition. C'est un des bons endroits. Et par rapport un peu plus à l'optimisation de conversion, mais aussi qui peut être aussi fait par rapport à la personnalisation, débuter où est-ce que vous allez avoir le plus gros impact dans vos revenus à votre entreprise. Donc, à ce moment-là, si c'est à la fin d'entonnoir de conversion, donc proche de la conversion, donc proche de la fin lorsque la personne est prête à acheter ou est-ce que la personne est déjà au moment d'ajouter la carte de crédit et qu'elle abandonne le processus, mais à ce moment-là, peut-être qu'optimiser et personnaliser cet emplacement-là, il va être plus pertinent, il va avoir un plus gros impact pour votre entreprise. Ok. Alors, je reviens sur la question de Yacine tout à l'heure sur le QA. Il précise sa question. Quand il y a plusieurs expériences qui roulent en simultané, comment on s'assure que tous les parcours sont fonctionnels? C'est une très bonne question. En fait, comme je disais un peu plus tôt, ce qui est important pour vraiment s'assurer que tout est bien fonctionnel, et comme Yacine demandait, c'est vraiment de faire des tests à petite échelle avant de faire des tests à grande échelle. Donc, quand vous faites de la personnalisation, vous ne voulez pas commencer à personnaliser maintenant pour tout le monde en pensant que vous avez raison. Vous voulez commencer par faire des tests en testant, voir quel type de personnalisation va avoir le plus grand impact, quel type de personnalisation va bien fonctionner. Parce que par exemple, utiliser le prénom de la personne, c'est la personnalisation, oui, mais est-ce que c'est la réelle personnalisation qui apporte la réelle valeur à l'individu? Peut-être pas. Donc, à ce moment-là, pensez à vraiment avoir un contexte de personnalisation qui va apporter de la valeur à votre individu et tester à petite échelle, voir quelle personnalisation va avoir le plus grand impact. Ok, merci. Nous n'avons plus de questions, donc nous sommes déjà à la fin de ce webinaire. Un grand merci à Hugo Hamel pour ce partage d'expérience. Merci également à vous tous d'avoir participé et d'être restés pendant votre heure de lunch avec nous. Pour approfondir le sujet, ne manquez pas notre conférence Marketing personnalisé le 5 février 2020. Et enfin, je vous demanderai de bien vouloir remplir le questionnaire au moment de quitter la plateforme du webinaire en cliquant sur le lien qui se trouve présentement à l'écran. Vos commentaires sont très précieux, ils nous aident à vous offrir des contenus qui répondent parfaitement à vos enjeux. Au revoir à tous et rendez-vous lors d'un prochain webinaire.